Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Un projet de 25 milliards de francs lancé à Gourcy par le Premier ministre devrait contribuer à réduire les frontières de la pauvreté au Burkina. C'est le projet Filets sociaux. Les Centrafricains accueillent avec réserve et un peu de fatalisme l'arrivée de la force onusienne, la MINUSCA, qui remplace la force africaine et chargée de protéger les civils et appuyer le processus de transition. Mais tout d'abord, le président du Faso a reçu en fin de matinée le coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel, Robert Piper. Ce dernier est venu remercier Blaise Compaoré pour l'assistance que le Burkina apporte aux réfugiés maliens depuis leur arrivée sur notre sol. Il en a profité pour dévoiler le plan humanitaire qui sera mis en œuvre en cas d'urgence. Estelle Judith Assogba. Depuis leur arrivée au Burkina Faso, les réfugiés maliens ont bénéficié d'une assistance extraordinaire de la part du gouvernement, a laissé entendre le coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel. Quoi de plus normal pour l'envoyé des Nations Unies de venir traduire sa gratitude au peuple burkinabé, à commencer par le président du Faso. Vous êtes quand même hôte à 33 000 réfugiés du Mali. Et donc surtout un remerciement pour ce partenariat, pour cette solidarité. J'ai aussi eu cette opportunité de reconnaître le travail qui se fait par le gouvernement de Burkina Faso, des politiques qui ciblent vraiment la population la plus vulnérable du pays dans beaucoup de secteurs agricoles, gestion de l'eau, filets social. Il y a vraiment du travail extraordinaire qui cible vraiment des problèmes structurels, profonds. Et donc une opportunité de vraiment reconnaître ce travail. Selon les diplomates onusiens, la région du Sahel compte près de 500 000 enfants malnutris et plusieurs millions de personnes exposées à des risques d'insécurité alimentaire. À cela, il faut ajouter le risque du virus Ebola qui plane dans cette partie de l'Afrique. Pour relever ces défis, un plan humanitaire d'urgence est en vue. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, les Nations Unies vont injecter près de 90 millions de dollars courant 2014. Donc il y a aujourd'hui toujours une réalité des besoins d'urgence pour la population même. On a un travail de à peu près 90 millions de dollars, un plan humanitaire d'urgence pour répondre à ces besoins en 2014 au Burkina Faso. Dans ce pays, il y a des programmes en cours, des politiques qui sont déjà bien développées et qui s'attaquent à ces questions vraiment plus structurelles. Le souhait de Robert Piper est que la situation dans les pays en crise soit stable afin que le Burkina Faso n'ait plus à accueillir des réfugiés. Et à propos de réfugiés, le service des volontaires de la coopération japonaise a initié une série d'activités culturelles et sportives au profit des enfants du camp des réfugiés et des enfants de Sanyogo dans la commune rurale de Pabré. La clôture de la manifestation est intervenue vendredi dernier sur le site des réfugiés en présence des responsables du HCR et de la JAICA. Reportage Nathalie Savargo. De la lutte à la corde, de la danse japonaise, de la fabrication des instruments de musique, la sensibilisation sur le lavage des mains et des sachets plastiques, bref, ce sont autant d'activités apprises par les enfants du camp des réfugiés et du village de Sanyogo aux côtés des volontaires japonais. Ces 3 semaines passées ensemble dans le camp des réfugiés de Sanyogo, situé dans la commune rurale de Pabré, ont été une occasion de divertissement et d'apprentissage pour ces jeunes. On a appris à lire, à écrire et à compter. On a appris aussi des choses qu'on n'avait pas appris auparavant. Et c'est 19 volontaires de différents domaines qui travaillent pour leur propre mission ici au Burkina Faso. Ils ont été aidés par 3 volontaires de court terme de la JICA qui ont été envoyés uniquement pour ces activités. Il y a donc en tout 13 jours, en gros c'est 3 semaines et plus exactement c'est 13 jours d'activité. Ces diverses activités réalisées par 18 volontaires japonais entrent dans le cadre du programme du JOCV, une coopération japonaise dans le domaine du volontariat.
Pour le représentant du Haut Commissariat des réfugiés, HCR, l'appui des volontaires japonais cadre avec la mission du HCR qui est d'apporter protection et assistance aux réfugiés. Vous avez vu l'enthousiasme de ces enfants. Ça signifie que l'approche est participative et interactive, et ce qui donne en fait des divertissements au courant desquels les enfants apprennent, les enfants construisent, les enfants développent des compétences de société. Et ça, c'est très appréciable. À l'occasion, les volontaires ont remis un lot de matériel composé de ballons, des appareils de musique et de cordes aux jeunes du camp des réfugiés et du village de Sanyonyogo. Le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale a lancé ce matin à Gourcy, dans le Zondoman, le projet Filets sociaux, un projet de la Banque mondiale qui vise à accompagner le gouvernement burkinabé dans sa lutte contre la pauvreté. Il va coûter 25 milliards de francs CFA. Le lancement a eu lieu en présence du Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw. Reportage Sirpayete et Léonore Ouedraogo. Luc Adolphe Thiaw dans la région du Nord à Gourcy dans le Zandoma. La raison est toute simple, le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale lance ici le projet Filets sociaux au Burkina Faso. Un projet de la Banque mondiale qui vise à mettre en œuvre un programme de transfert monétaire et des mesures d'accompagnement à 40 000 ménages vulnérables des régions du Nord, du Centre-Est et de l'Est. Nous souhaitons vraiment que ce programme puisse réellement atteindre ses objectifs. Et nous allons prendre toutes les mesures afin que les ressources qui ont été prévues aillent vraiment là où elles sont prévues. Et je pense qu'à l'issue de l'évaluation, nous serons en mesure de constater qu'un offre est fait dans le recul de la pauvreté. Nous allons ensemble, en synergie d'action avec les populations, nous approprier ce projet pour que ça soit vraiment un projet bénéfique pour nos populations. Le projet qui va coûter environ 25 milliards de francs CFA est également un appui au gouvernement burkinabé pour la mise en place d'un système national dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Il devra aussi contribuer à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. D'abord, on va développer un système pour cibler les pauvres. Et après ce ciblage, on aura une base de données pour le suivi de ces ménages. Et enfin, on va faire les transferts, les populations qui souffrent, on va les donner les transferts monétaires afin qu'ils puissent avoir quoi manger, envoyer les enfants à l'école et puis avoir les soins de santé. Le projet lancé ce jour s'étend sur 3 années consécutives, à l'issue desquelles la Banque mondiale devra décider au regard des résultats obtenus de la poursuite ou non du projet Filets sociaux au Burkina Faso. Avant de se rendre à Gourcy, le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw s'était entretenu hier soir avec 2 délégations étrangères venues renforcer les relations de coopération avec le Burkina. Une délégation américaine a expliqué au chef du gouvernement qu'elle s'intéressait aux efforts du Burkina en matière d'agriculture. La délégation d'hommes d'affaires turcs est quant à elle venue sceller des partenariats avec les homologues burkinabés. Zalissa Sanfo, reportage. Au Premier ministre burkinabé, la délégation américaine est venue traduire les encouragements de l'Amérique au Burkina Faso pour sa politique agricole. À l'issue de cette visite, la délégation va une semaine durant sillonner le Burkina Faso à la découverte de quelques champs agricoles. Toutes choses qui devaient leur permettre de constater de visu les résultats de cette politique dont on en parle tant. J'ai été informé que les défis en matière de changement climatique, de climat et autres sont très importants au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est en train de faire un travail formidable que nous pouvons apprendre. Et également, essayer de voir comment nous pouvons appuyer le gouvernement burkinabé dans ce domaine. Après la délégation américaine, c'est une délégation turque qui a pris place aux côtés de bénin Luc Adolphe Thiaw. Avec elle, il était question d'affaires. Ces businessmen disent être attirés par le climat propice aux affaires du Burkina Faso. Ils sont donc là pour sceller un partenariat gagnant-gagnant.
L'objectif de faire l'investissement au Burkina Faso est gagnant-gagnant, comme vous le dites. C'est caché sur les objectifs de tous notre confédération. Parce que nous faisons d'abord l'investissement en éducation, ensuite en aide humanitaire, ensuite sur le dialogue. Donc, dans ce sens, nos hommes d'affaires turcs, ils ne viennent pas pour investir et gagner uniquement. Il faudra qu'ils viennent se connaître, faire des partenaires pour pouvoir penser à l'avenir plutôt des années et des années. Les relations d'affaires entre le Burkina Faso et la Turquie ont pris leur envol en 2012 avec la création de l'ATBE, l'Association turco-burkinabé d'entrepreneurs. Un séminaire gouvernemental s'est tenu ce matin et a permis au ministre d'être initié à l'outil informatique en rapport avec la gestion des données dans leur département. C'est une rencontre qui s'est tenue à l'initiative du ministère des Postes et celui de l'économie et des finances. Reportage Touoboum Evelyne Dabiré. L'objectif de ce séminaire gouvernemental est de former les ministres à l'usage de logiciels comme celui du circuit intégré de la dépense, celui de la gestion du personnel et des salaires. Pour cette formation, on va plutôt parler d'information parce qu'on va essayer de présenter le SIGASPE aux membres du gouvernement pour qu'ils puissent en fait savoir ce qui se passe à l'intérieur des différents départements ministériels. Voilà. Donc il y aura des consultations, il y aura une phase théorique où ils vont pouvoir manipuler et voilà, c'est en gros ce qu'on va voir. À terme, la finalité est de renforcer les compétences de l'administration. Nos attentes d'abord, c'est que les principaux responsables puissent se familiariser avec ces outils, parce que c'est des applications informatiques, et donc il faut savoir les utiliser. Lorsque vous prenez par exemple la gestion du personnel, vous savez que lorsqu'il y a un acte administratif, il y a tout un processus de validation jusqu'à un certain niveau, et chaque niveau hiérarchique a son mot à dire, a son action, et il faut savoir le faire à travers le système informatique. Du 16 au 17 septembre donc, ces élèves du jour auront à leur écoute des formateurs issus des différents ministères pour lever les zones d'ombre dans l'usage de l'outil informatique dans les circuits de gestion de l'administration. Le Salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC, organisé à N'Djamena au Tchad, a été une tribune pour les jeunes d'exposer leurs innovations technologiques. Les projets d'une jeune tchadienne et d'un jeune burkinabé en e-environnement et e-commerce ont été les centres d'intérêt de notre équipe de reportage. Karim Patrick Namono. L'âge les sépare, l'une a 15 ans, l'autre le double. La géographie les distingue. Il est burkinabé et elle est tchadienne, mais le trait d'union entre ces deux jeunes Africains, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Ania Mahamat est encore élève et Thierry Kientga est lui ingénieur, créateur du premier site d'e-commerce au Burkina Faso. L'idée en fait est partie du constat très simple, c'est que moi je suis originaire du Burkina Faso. Et au Burkina Faso, il n'y avait pas de site de e-commerce. On a commencé à construire une première version du site, après d'autres versions du site, fin en début 2011. Et on s'est dit, en fait, on va devenir le plus grand supermarché d'Afrique. En fait, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, proposant plus d'1 million de produits garantis aux normes européennes et livrés en 7 jours sur le continent. Au Salon international des technologies de l'information et de la communication de N'Djamena, ils font partie de la dizaine de jeunes innovateurs à être en compétition. L'ambition, c'est d'encourager les jeunes innovateurs africains. Ici, ils ont eu l'opportunité de montrer leurs innovations et surtout les retombées pour leurs pays respectifs. On a créé des emplois, on a embauché des équipes. Et c'est-à-dire que si on arrive en fait à avoir encore plus de moyens, en fait, à pouvoir encore mieux développer l'activité, on est capable d'accroître en fait le nombre d'emplois que l'on va créer. Water Saver est la trouvaille de Ania Mahamat. Sa technologie vise à gérer rationnellement les ressources en eau de son pays. C'est un simple système qui économise l'eau et d'argent et ça aide à l'environnement. J'ai eu l'idée avec la sécheresse du Tchad et de la Californie et c'est comme ça que j'ai commencé. Sur les 10 technologies sélectionnées au Salon international des technologies de l'information et de la communication CITIC, Afromania et Water Saver ont séduit le jury chargé de retenir les meilleures innovations proposées par de jeunes Africains.
Le premier prix de 20 millions de francs CFA est revenu à une Kenyane, le deuxième de 10 millions de francs CFA à une Ougandaise, le troisième de 5 millions de francs CFA à Anna Mahamat du Tchad et le quatrième de 3 millions de francs CFA à Thierry Ketega du Burkina Faso. Au sortir du salon, ils ont tous les deux le sourire aux lèvres. J'ai été sélectionné en fait comme entreprise pouvant me présenter au CITIC. C'était déjà une satisfaction pour moi. Et après, j'ai présenté mon projet. Le 4e prix, c'est très bien, je suis content. À 15 ans, Anna Mahamat est aussi heureuse d'être primée. Une source de motivation pour envisager d'autres projets. Mon prochain projet est d'aider les autres enfants à apprendre comment programmer et faire des outils comme moi. Je veux qu'ils réussissent. Les projets ne manquent pas aussi pour l'innovateur burkinabé, mais pour l'heure, il veut pérenniser les acquis. 100 000 salariés, donc voilà, nous on a encore du chemin à faire, on est implanté dans 2 pays et l'idée en fait c'est de développer encore plus et de s'implanter dans d'autres pays. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour les 2 jeunes innovateurs africains. Ils sont la preuve que vouloir, c'est pouvoir. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et la coordination du collège des délégués et du personnel de l'institution ont signé hier un protocole d'accord pour aplanir leurs divergences. Ce protocole permet aux 2 parties de se pencher sur les revendications du syndicat du personnel et de les résoudre. C'est Sylvestre Da. La sortie médiatique du collège des délégués du personnel autour des intérêts matériels et moraux des travailleurs est la cause de la période de turbulence que traverse la Caisse nationale de sécurité sociale depuis le 2 septembre. Une commission chargée d'examiner la plateforme revendicative des travailleurs a alors été mise en place. Les travaux de cette commission ont abouti à la signature d'un protocole d'accord. Comme au sein d'une famille, il survient par moments des divergences d'opinion entre ses membres sur des questions diverses. Cela relève de la dynamique du groupe. Et la Caisse nationale de sécurité sociale ne déroge pas à cette règle. La commission a apporté des solutions à plusieurs revendications. Parmi ces revendications, on peut citer entre autres la gestion des ressources humaines, la relecture du statut du personnel et de la grille indemnitaire, ainsi que le relèvement des salaires de 30%. Nous avons abouti avec la direction générale à ce que les anglo-saxons appellent un gentleman agreement. Nous avons donc eu un modus vivendi qui permet donc de faire une accalmie. Au regard de ce qui est adopté, nous pouvons poursuivre les négociations. Sinon, nous ne sommes pas entièrement satisfaits, puisque concrètement, rien n'est encore résolu. C'est le démarrage du processus qui a été consigné dans le protocole d'accord. Pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord, les parties s'engagent à privilégier le dialogue, la concertation et le respect mutuel. Les contrôleurs et inspecteurs du travail observent depuis ce matin une grève de 48 heures. Leur syndicat manifeste son mécontentement face à ce qu'ils qualifient de manque de volonté des autorités dans la recherche de solutions à leurs préoccupations. Le SYNACIT exige la satisfaction de sa plateforme revendicative. C'est Sylvestre Da. Les militants du SYNACIT, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, en grève de 48 heures entamée ce mardi 16 septembre, réclament la satisfaction de leurs préoccupations contenues dans leurs plateformes revendicatives. Nous demandons au gouvernement de procéder à l'adoption du texte d'application de l'article 392 du Code du travail qui prévoit des prestations en nature pour les inspecteurs et contrôleurs du travail. Et deuxièmement, nous demandons que les autorités nous accordent une indemnité de conciliation pour compenser quelque peu les différentes contraintes que nous avons dans l'exécution de cette mission de conciliation-là. En troisième lieu, nous demandons l'adoption d'un statut au profit du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. Cette grève fait suite à 2 sittings et une conférence de presse organisée déjà par les SYNACIT au cours de cette année 2014. Les responsables du syndicat des contrôleurs et inspecteurs du travail saluent les approches de leur ministère de tutelle, notamment celui de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, à travers les rencontres d'information initiées. Mais ils dénoncent ce qu'ils appellent un manque de volonté de solutionner leurs préoccupations. C'est toujours la même chanson. Nous sommes en discussion avec les autres ministères, nous sommes en discussion à l'interne et vos préoccupations vont trouver des solutions. Et depuis le mois de février jusqu'à maintenant, ça fait plus de 8 mois,
nous n'avons aucune évolution par rapport à toutes nos préoccupations que nous avons posées. Les inspecteurs et contrôleurs du travail espèrent obtenir gain de cause à l'issue de cette manifestation. Ils entendent le cas contraire poursuivre et durcir les actions de revendication. Le Japon et le Burkina se concertent en faveur d'une meilleure production agricole qui tienne compte de l'environnement. Des chercheurs japonais et burkinabés issus de plusieurs ministères et institutions de recherche sont réunis depuis ce matin dans le cadre d'un séminaire sur la recherche collaborative. Précision, Claudine Bikaba. Le secteur agricole occupe plus de 80% de la population active burkinabé et contribue de 30% au produit intérieur brut. C'est donc un secteur majeur qui mérite plus d'investissement aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la recherche. C'est ce qui justifie ce séminaire organisé par le Centre international japonais pour la recherche en sciences, JIRCAS, en collaboration avec les centres de recherche burkinabés, notamment l'INERA et le SP CONED. Pour réaliser le développement durable de l'agriculture, en tenant compte de l'importance de l'environnement, il faut accélérer l'évolution des pratiques agricoles. Pour ce faire, il faut développer la culture de conservation. Il faut développer les cultures potentielles. Il faut développer aussi la gestion et l'utilisation des ressources locales et des ressources en eau. C'est un cadre d'échange qui s'offre au Burkina avec les chercheurs japonais pour trouver les solutions au développement agricole durable. Cette coopération est fondamentale pour nous parce que nous avons compris, nous savons que le Japon c'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles en abondance. Mais c'est un État qui a mis l'accent sur le développement des capacités des ressources humaines, l'homme. Quand l'homme est plus ou moins au centre du développement, tout n'est plus maintenant qu'une échelle de recherche, d'innovation et d'opérationnalisation. La JIRCAS, en collaboration avec les centres de recherche, vont donc approfondir la réflexion scientifique pour le développement agricole en harmonie avec l'environnement pour le bien-être des populations rurales. À propos de la campagne agricole, le gouverneur du Sahel a visité le week-end dernier des champs de la région. La situation de la campagne est plus ou moins satisfaisante selon les autorités régionales qui comptent encore sur quelques pluies pour que la moisson soit bonne. Vincent Tiendrebego, Adori. Le gouverneur de la région du Sahel dans les champs pour se rendre compte de la situation de la campagne agricole dans sa région. À travers des plaines rizicoles, des champs de mil, de maïs, de niébé dans les provinces du Soum et du Séno, Burema Yugo a admiré les différentes spéculations produites dans cette partie du Burkina et les techniques utilisées comme les demi-lunes ou les bassins de collecte d'eau pour l'irrigation de compléments. Et le gouverneur de se montrer émerveillé du potentiel agricole de la région malgré les contraintes climatiques. Le Sahel pourrait être le grenier du Burkina Faso. Alors, le riz, j'ai vu ça dans la province du Soum, mais j'ai vu aussi dans la province du Sénou. Et c'est très bien. Et ici, à Pomé-Mengao, les champs de haricots que vous voyez, c'est formidable. Dans l'ensemble, la saison est relativement satisfaisante, selon les responsables de l'agriculture, qui disent cependant compter sur les dernières pluies. Le déroulement de la campagne hivernale se présente assez bien dans la région du Sahel. Au début, on a eu des sueurs froides, beaucoup d'inquiétudes parce qu'on a eu beaucoup de poches de sécheresse, ce qui a beaucoup entraîné un développement non harmonieux des plantes. Mais à l'heure actuelle, on a encore de l'espoir. Au total, 315 000 tonnes de céréales sont attendues dans le Sahel pour cette campagne agricole. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, a effectué hier une visite sur le chantier du Centre universitaire polytechnique de Ouayouguia. Cette sortie lui a permis d'apprécier le niveau d'exécution des travaux et d'envisager le lancement de la construction d'infrastructures complémentaires. Dramanso. 4 mois après le début des travaux,
Le premier lot des infrastructures du Centre universitaire polytechnique de Waiguia CUPO prend forme. Situé à une dizaine de kilomètres à la sortie sud de Waiguia, c'est un bâtiment de 6 salles de classe et 10 bureaux. Les travaux de construction du CUPO sont à un taux d'exécution de 70%. Accompagné des autorités de la région du Nord, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a pu constater l'état d'avancement des travaux. Il y a une bonne tenue de ce chantier. Nous avons beaucoup discuté sur des aspects techniques, donc notamment le nombre de bureaux total quand le projet va être fini et la dimension des salles pédagogiques. J'ai souhaité qu'il y ait quelques salles qui puissent prendre des effectifs d'environ une centaine d'étudiants par salle. Il est prévu l'extension de cette infrastructure en un bâtiment à 2 niveaux qui va à terme accueillir une douzaine de filières de formation. L'entreprise Suzy Construction en charge des travaux s'est dit confiant pour le respect des délais de livraison. De côté avancement, on est fiers aujourd'hui qu'on a pu réaliser le RDC dans le plus bref délai. On a pris 4 mois pour finaliser le coulage de ces 2000 m². Le Centre universitaire polytechnique de Waiguia existe depuis 2011. Il forme des étudiants en médecine, gestion des ressources humaines, gestion foncière et finance comptabilité. Cette infrastructure viendra résoudre le manque de salles de cours auquel fait face ce pôle universitaire régional. La mobilisation est toujours aussi forte pour barrer la route au virus Ebola dans la sous-région, à la frontière du Burkina avec la Côte d'Ivoire, précisément à Yendéré, dans la région des Cascades. Des agents de santé et des forces de l'ordre sont mobilisés pour faire échec au virus. Reportage Simplice Barreau. Poste frontalier de contrôle de Yendéré à bord de ce cas de voyageurs en provenance de la Côte d'Ivoire, la présence des malades est signalée aux agents de la police des frontières et de l'équipe médicale en place. Aussitôt le cas est immobilisé et 2 infirmiers y pénètrent, se renseignent sur l'identité du malade auprès de l'accompagnant. Immédiatement, l'infirmier à l'aide d'un thermomètre à laser prend la température du malade. Résultat. On peut vous rassurer, il n'y a pas de problème. Il fait 37,3 de température et c'est un malade mental. L'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la sous-région ouest africaine a amené les autorités sanitaires du Burkina à prendre les devants. C'est ainsi que le dispositif de contrôle mis en place à la frontière avec la Côte d'Ivoire est opérationnel depuis des semaines. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la frontière, l'information est très bien comprise et tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de la maladie à virus Ebola. Au cas où un cas suspect à virus Ebola serait identifié à Yendéré, un centre d'isolement est installé à quelques mètres du poste de contrôle, loin également des habitations. Aussi, le personnel médical et de la police des frontières prend des précautions pour éviter d'être contaminé. Le port de gants et le lavage des mains sont obligatoires. La santé nous a également appuyé avec des conseils pour que nous puissions nous protéger dans la manipulation des documents de voyage. Il y a aussi le matériel hygiénique qu'il faut utiliser, notamment l'eau de javel, le savon, Citec Huileries si nous n'avons pas la possibilité d'acquérir l'eau de javel. Pour le moment, aucun cas à virus Ebola n'a été détecté au poste frontalier de Yendéré ni au Burkina, rassure le directeur régional de la santé des Cascades. Tout le monde est formé, de telle sorte que si un cas venait à rentrer dans notre pays, pour qu'on puisse convoyer directement ces cas vers ces sites, voilà, pour pouvoir l'isoler de la population, pour pouvoir le prendre en charge. La vigilance doit être de mise dans les zones à fort flux migratoire en cette période d'épidémie d'Ebola et pour tout renseignement ou pour avertir un cas suspect, appelez le numéro vert 80 00. La 5e édition du Festival des grillades de Ouagadougou, Festigrill, se tiendra en novembre prochain. L'édition de cette année est organisée dans un contexte marqué par l'épidémie à virus Ebola. Les organisateurs ont décidé donc de collecter de l'argent pour lutter contre la maladie. L'édition de cette année fait aussi la part belle à la presse à travers un prix qui sera décerné au meilleur organe qui communiquera le mieux autour du Festigrill. Jacques Lamissa Tarpaga. Au nombre des activités du dernier trimestre de chaque année figure dorénavant le Festigrill, le festival des grillades de Ouagadougou. Cette année, les initiateurs entendent frapper fort à la faveur de la 5e édition prévue du 27 au 30 novembre prochain. C'est une édition qui va conjuguer fête et lutte contre la fièvre Ebola, d'où le thème « La grillade, activité génératrice de revenus, zéro Ebola au Burkina Faso ». Pour y arriver, d'importantes innovations sont introduites.
Les principales innovations de cette édition sont: nous mettrons en place des gestionnaires de centres pour mieux veiller au strict respect des dispositifs qui seront mis en place. L'hygiène. Quoique j'ai toujours mis l'accent sur l'hygiène à chaque édition, un accent particulier sera de rigueur avec un appui en produits désinfectants, des gants, etc. L'installation des stands spéciaux pour la prise en charge des questions sanitaires des festivaliers avec le concours bien sûr du ministère de la Santé. La participation exclusivement réservée aux prières du Burkina pour cause de la fièvre Ebola. Pour être en phase avec la lutte contre la fièvre Ebola au Burkina Faso, le commissariat général de Festegrill a initié une collecte de fonds dont le lancement est intervenu au cours de cette conférence de presse. La collecte se poursuivra jusqu'à la tenue de Festegrill et les fonds seront reversés au ministère de la Santé, également partenaire de Festegrill. Un événement qui gagne en notoriété selon les promoteurs qui le précisent avec chiffres à l'appui. De 13 grilleurs à la première édition, le nombre est passé à 132 à la 4e édition avec un chiffre d'affaires d'environ 150 millions de francs CFA. La 5e édition, placée sous le signe de la maturité, fait la part belle à la presse à travers un prix qui est dédié à l'organe qui aura communiqué le mieux sur l'activité. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.